Chers camarades, bien le bonjour. Si nous évoquons Tricorne, Joséphine et Waterloo, nous pensons immédiatement à Napoléon. Aujourd'hui, nous allons discuter du fameux film sur Napoléon, mais pas n'importe lequel. Il s'agit de Napoléon II. Ridley Scott, nous aborderons les implications de ce film vis-à-vis de l'histoire. À la fin de cet épisode, si cela vous intéresse, nous partagerons notre avis collectif. Cependant, il est important de préciser que nous ne sommes pas des fans hardcore de Napoléon, vouant un culte à ce personnage, ni des détracteurs cherchant à le traîner dans la boue. En réalité, nous sommes un peu indifférents, n'ayant pas de jugement à apporter sur ce sujet. Pour nous, Napoléon demeure un grand personnage de l'histoire, évoluant dans une période particulièrement intéressante et cela nous convient. Il constitue un sujet fascinant, bien que l'équivalent d'une grosse raclette à la fin du repas. Sa richesse rend sa digestion délicate. Depuis la sortie du film le 22 novembre en France, les avis divergent, provoquant des querelles parmi le public, les éditorialistes se disputent sur les plateaux et les critiques s'affrontent dans les journaux. Ridley Scott, pour sa part, n'hésite pas à envoyer promener quiconque critique son dernier film, en commençant par les Français et les historiens, ceux qui, avouons-le, nous irritent quelque peu. Selon lui, les premiers, les Français, ne seraient que des jaloux qui, je cite, « ne s'aiment pas eux-mêmes ». Quant aux seconds, les historiens, c'est encore pire. En gros, ils n'auraient rien compris à l'empereur, se contentant de compter les boutons de manchette sur les uniformes, et pire encore, ils ne connaîtraient pas grand-chose à Napoléon. Et tout cela pour conclure en expliquant que c'est une fiction. Chacun fait ce qu'il veut, buvez de l'eau, en gros. Sur ce dernier point, je serais tenté de dire qu'il a raison. Mais franchement, il faut quand même nuancer tout cela, et nous allons en reparler, car il est important d'écouter ce que dit le Scott. Lorsqu'un journaliste anglais du Times lui a posé la question des erreurs historiques dans son film, voici sa réponse, je le cite encore, « Comme pour toute histoire, ce sont des événements rapportés. Napoléon meurt, puis 10 ans plus tard, quelqu'un écrit un livre à son propos. Ensuite, quelqu'un prend ce livre et on écrit un autre, et ainsi de suite 400 ans plus tard. Il y a beaucoup d'imaginaire dans les livres d'histoire. Lorsque j'ai des différends avec les historiens, je leur demande « Excuse-moi mon gars, on ferme là ». C'est exactement ce qu'a dit le Scott. Au-delà du fait que cela prouve que l'histoire a toujours le don de provoquer le débat, ce qui est très bien, le point de vue du Scott a aussi le mérite de poser la question du rapport entre l'histoire et la fiction. Parce que, d'accord, son film est une fiction, mais c'est une fiction historique. Il n'a pas choisi de tourner Alien à Waterloo, ce qui pourrait être assez marrant. D'ailleurs, ce que je veux dire par là, c'est que personne n'a mis un canon de 12 sur la tempe de Ridley Scott pour le forcer à faire un biopic sur Napoléon. C'est son choix de raconter l'existence d'un personnage historique réel. Et comment fait-on? Est-ce qu'on peut vraiment tout se permettre juste parce que c'est une fiction? Évidemment, cela soulève des questions intéressantes sur la frontière entre la réalité historique et la créativité artistique. Mais, nous le précisons, nous ne sommes pas des fans hardcore de Napoléon qui lui vouent un culte ni des détracteurs qui aimeraient le traîner dans la boue. En réalité, nous nous en fichons un peu, nous n'avons pas de jugement à apporter là-dessus. Pour nous, Napoléon est un grand personnage de l'histoire dans une période qui est sacrément intéressante, et cela nous convient. C'est un beau sujet, Napoléon, mais c'est un peu l'équivalent d'une grosse raclette à la fin. C'est tellement riche que ce n'est pas facile à digérer. S'il a envie de faire arriver Napoléon à dos de dragon pour cramer Moscou, c'est son problème et je trouverais ça assez cool. En revanche, ce n'est pas parce que c'est une fiction que les historiens doivent se priver de commenter un film qui est, encore une fois, historique. Balayer leur travail sur l'air, de toute façon, ils n'étaient pas là, est assez dégueulasse. Cela alimente la défiance qu'une partie du public peut avoir envers les historiens qui font, je le rappelle, un travail scientifique. Non, ils n'étaient pas là, mais les Scott non plus. Et la différence entre les deux, c'est que ceux qui passent leur vie à travailler sur le véritable personnage,
Scientifiquement, avec méthode, ce sont les historiens, ceux qui sont capables de dire c'est un choix du réalisateur. C'est même tout l'intérêt d'un film, d'une BD, d'un roman historique. D'abord, c'est souvent très cool, et ensuite, cela permet justement de s'intéresser à l'écart entre les deux, à la manière dont les artistes représentent le passé, un personnage, un événement, une époque, car cela raconte la manière dont on regarde l'histoire à travers la fiction. Même un réalisateur comme Ridley Scott ne peut pas se cacher derrière un argument qui consiste à dire aux historiens qu'ils ne connaissent rien à la réalité historique et que la manière dont on la représente ne les regarde pas. Car si, justement, cela les regarde, ils sont même plutôt bien placés. Et c'est là qu'avec Napoléon, on a quand même un gros problème. Il peut y avoir des problèmes avec Napoléon en général, mais là, je parle du film. Quand on tourne un long métrage comme celui-ci, on se doute bien qu'il va falloir prendre quelques libertés avec ce qu'on sait du Premier Empire. Évidemment, Ridley Scott suit Napoléon sur pas moins de 30 ans, puisque le film commence en 1793 et se termine par sa mort à Sainte-Hélène en 1821, 6 ans après la défaite de Waterloo. Forcément, en 2h30, on se doute que cela demande quelques petits arrangements et, au passage, je trouve assez savoureux, pour un type qui critique en disant qu'il ne fait pas un film historique, d'insister à ce point dans le film sur les dates et les événements qui s'enchaînent, comme s'il voulait justifier à l'écran que c'est de la vraie histoire, avec des dates. Et tout ça, pour en revenir aux arrangements de l'histoire, c'est de savoir ce qu'on veut faire avec ces arrangements, ce qu'on veut montrer. Un petit mensonge, une imprécision, parfait. Mais pourquoi ce genre de petite négociation avec la réalité? C'est parfois juste un raccourci, c'est même le CA de le dire d'ailleurs avec Marie-Antoinette, quand Marie-Antoinette se fait couper en deux par la guillotine. Napoléon, il n'est pas là en vrai, contrairement à ce qui est montré dans le film, et ce n'est pas la seule erreur. Mais on comprend ce genre de choix qui a le mérite de symboliser finalement toute une époque en très peu de plans. En quelques scènes, on va résumer la fin de la royauté, la Révolution et le début de ce qui va devenir le Premier Empire, même si franchement, le trait est grossi et que c'est un peu ridicule. On a un autre détail qui peut paraître un peu secondaire dans le film. Après sa seconde défaite et son premier exil, on voit Napoléon quitter l'île d'Elbe pour retrouver Joséphine. La réalité, c'est que Joséphine, elle, est morte depuis pas loin d'1 an à cette époque. Mais là encore, ça peut se comprendre, parce que tout le pari de Scott, c'est de relier deux trajectoires, le parcours politique de Napoléon et la relation amoureuse qu'il a avec Joséphine, et de faire en sorte que tout ça coïncide. J'ai conduit nos troupes à la victoire à tout le temps. Petit message à Ridley au passage, on est d'accord, les historiens n'étaient peut-être pas là pour porter le cercueil de Joséphine, mais pour la date où elle a cassé sa pipe, ils sont quand même assez sûrs du truc. À la fin du film, même chose. Dans une courte scène, on voit le général anglais Wellington annoncer en personne à Napoléon qu'il part en exil à Perpète-le-Soie, ou plus exactement à Sainte-Hélène. Ça ne s'est jamais produit. La seule fois où Wellington et Napoléon se sont croisés, c'était de loin à Waterloo. Peut-être même qu'ils se sont fait des signes ou j'en sais rien. J'y étais pas. Mais là encore, c'est le genre d'arrangement qui peut s'expliquer quand il s'agit de montrer que Napoléon est battu pour de bon. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est quand le Scott choisit de tourner des scènes qui relèvent du gros mensonge. Il y en a une surtout qui a frappé tout. Un autre niveau parce qu'on sait que ça ne s'est pas produit. Mais d'un coup, pour les spectateurs, Napoléon, ça devient l'homme qui humilie sa femme, qui, là-bas, en public, le cinéma, il va laisser des traces autant que cette gifle à l'écran sur le corps de l'actrice à ce stade. Attention, nous ne sommes pas en train de défendre Napoléon ou le Premier Empire. En revanche, ce que nous pouvons affirmer, contrairement à ce que laisse entendre les Scott lorsqu'il explique essentiellement que la fiction circule, c'est que ce genre de choix n'est pas anodin. Ces choix ne sont pas innocents, car Scott narre son Napoléon. Cependant, son Napoléon ne surgit pas de nulle part, et c'est là l'hypocrisie de Scott. Il prétend ensuite qu'aucun historien ne sait, alors qu'une partie importante de son film repose sur les travaux d'historiens.
La différence réside simplement dans ses préférences en matière d'historiographie. Il devrait assumer ses choix au lieu de prétendre livrer un combat solitaire contre tous. Tous les détails, les choix de mise en scène, tout cela s'inscrit dans la droite lignée du portrait que les détracteurs de Napoléon dressaient au XIXe siècle. Il était dépeint comme un personnage grossier, une brute épaisse, un fou meurtrier. La décision de conclure le film par une longue liste de batailles, accompagnée du nombre de morts correspondant, va dans le même sens. Scott pointe du doigt Napoléon en affirmant au public « Regardez, regardez, c'est lui le méchant, c'est lui le responsable ». Tout au long du film, personne ne prend 2 minutes pour se demander pourquoi il agit ainsi, quelles sont les raisons derrière ses actions. Pour ceux qui est de la grande histoire, de la stratégie, de la géopolitique, il est difficile de comprendre ce qui se joue en Europe pendant près de 30 ans sans connaître l'histoire du Premier Empire. Pendant tout le film, Napoléon est le seul responsable de ces massacres, comme si le reste du monde tricotait des pulls pendant ce temps-là. Le récit de Scott est clairement une version de la propagande anglaise, la légende noire de Napoléon, dénuée de nuances, de pardon et d'explications pour ses actes. Le film se résume à une série de scènes que personne ne prend la peine de relier, une succession de tableaux qui servent de prétexte pour revenir sur sa relation avec Joséphine. D'ailleurs, à notre avis, le film aurait dû s'appeler Joséphine. Mais cela, c'est un autre débat. Ce qui est frappant, c'est que la légende noire s'oppose à une autre légende, la légende dorée de Napoléon, qui le présente comme le fondateur de la France moderne à lui seul, occultant le rôle de la Révolution. Dans cette vision idéalisée, l'autre Napoléon, le reflet de celui de Ridley Scott, incarne l'idée du nouvel Alexandre, du général, exceptionnel, réussissant tout, même les défaites glorifiées, en minimisant les conséquences néfastes tant pour lui que pour le pays. Bien que le film montre un Napoléon doutant, cela s'avère positif, mais cela ne suffit peut-être pas à répondre à Ridley Scott lorsqu'il rejette les historiens. Certes, Ridley Scott a le droit de réaliser le film qu'il souhaite, mais cela ne le met pas à l'abri de l'analyse, y compris sur le plan historique. La fiction n'est pas une carte blanche magique, et il appartient aux historiens de rappeler que derrière chaque perception d'une époque ou d'un personnage se trouve l'état actuel de la recherche avec ses connaissances et ses lacunes. On ne peut pas reprocher à Scott d'avoir une opinion sur Napoléon, ni de faire un film à ce sujet. Cependant, critiquer les historiens qui travaillent sur le même sujet semble déplacé. Pourquoi aurait-il le droit de s'exprimer et pas eux? Bien que le film puisse susciter des débats et permettre d'échanger sur ces problématiques, le jugement personnel sur le film est mitigé. En mettant de côté la fidélité historique et les polémiques, le film semble manquer d'un véritable fil narratif intéressant. Comparé à ses œuvres précédentes comme Gladiator, qui pouvait prendre des libertés avec l'histoire, mais demeurait un objet cinématographique incroyable, ou même le travail de Mel Gibson sur Braveheart, le film sur Napoléon semble décevant. L'absence de bataille marquante, la confusion contextuelle et une relation amoureuse, étirée sur près de 2 heures et demie, laissent le spectateur désorienté. Les scènes de bataille, jugées peu efficaces à l'écran, ainsi que les critiques de collègues soulignant la beauté du film, suscitent des interrogations sur la qualité globale de l'œuvre. Il semble ne pas y avoir d'empathie qui se dégage du film. Malgré la tentative de Ridley Scott de présenter Napoléon d'une manière controversée, d'autres films traitant de personnages tout aussi complexes parviennent à susciter des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Pour moi, le film est décevant, car lorsque je vais au cinéma, c'est pour ressentir des émotions, vibrer, et cela n'a pas été le cas ici. Il est possible que cela soit dû à ma propre disposition d'esprit, mais rarement ai-je été aussi déçu par une fresque qui aurait pu être grandiose avec un budget conséquent. Ce que je ressens, c'est un film fragmenté, dépourvu d'unité. En jouant sur les dissensions, Scott semble avoir du mal à recentrer le film pour lui donner une trame et un discours cohérents. Selon moi, 3 éléments pourraient améliorer considérablement le film. Tout d'abord, une présence accrue des soldats anglais aurait été pertinente
étant donné le rôle majeur de l'Empire britannique dans les conflits napoléoniens au même titre que l'Empire français. En intégrant cela, le film aurait pu offrir une fresque historique plus complète, expliquant les guerres, les batailles et les négociations de manière accessible à tous. Deuxièmement, une mise en évidence plus marquée de l'ambition de Napoléon aurait été bénéfique. Il aurait été intéressant de voir davantage comment il planifiait ses actions, démontrant sa volonté et son ambition non seulement dans sa vie privée avec Joséphine, mais également dans ses projets pour la France et l'ensemble de l'Europe. Bien que le film montre des moments d'hésitation de Napoléon, il aurait gagné en crédibilité avec davantage de scènes où il prend des décisions et s'affirme. Enfin, le soldat Napoléon, le dictateur à la base, aurait dû être davantage mis en avant. L'armée était son levier principal, expliquant des moments clés tels que le 18 Brumaire, le retour d'Elbe et la bataille de Waterloo. Ce serait la clé pour comprendre son ascension au pouvoir et ses campagnes militaires. Cela aurait pu apporter de la cohérence et de la clarté au biopic, créant un parcours plus fluide. Il est important de reconnaître que le soldat de Napoléon représente non seulement la force impériale française, mais aussi des individus de diverses nationalités, qu'ils soient espagnols, autrichiens, hollandais, etc. Ce soldat incarne la ténacité et le courage, repoussant les limites. En intégrant davantage cette perspective, le film aurait pu adopter une dimension sociale, permettant à un public varié de s'identifier, même s'il ne partage pas la même nationalité que Napoléon. L'idée de renommer le film Joséphine est suggérée, car cela aurait pu offrir une approche plus accessible au public. Il peut être difficile de compatir avec une femme riche s'ennuyant dans son canapé, surtout après avoir vu des scènes dépeignant des hommes mourant dans la boue. Ces suggestions visent à rendre le film plus ouvert, compréhensible et surtout à lui donner une certaine unité, de manière à que le spectateur puisse ressentir l'émotion d'une fresque historique, d'une biographie, d'une chronique quotidienne. Il est souligné que le film aurait pu être plus engageant pour le public en présentant des éléments plus concrets et en suscitant des émotions. L'absence de cela conduit à considérer le film comme une coquille vide, une opinion qui peut être triste, mais qui reste personnelle. Les spectateurs sont encouragés à partager leurs propres opinions sur le film et à exprimer leurs réflexions. L'auteur espère que cette analyse, réalisée en collaboration avec Jean-Christophe Piot et Jean de Boissaison, a été appréciée. Les commentaires des spectateurs sur le film sont également sollicités et de futurs échanges sur d'autres films sont anticipés. Salut!